L'authenticité est une notion de l'âme, parce que c'est l'âme qui est authentique. Nous ne sommes pas des Africains, on nous appelle des Africains. En aucun jour, nous nous sommes convenus, ok, qu'à partir d'aujourd'hui, nous nous appelons des Africains. Iamotep Amasu Baba Kinkelawa Mazulu. La corruption est l'un des plus grands défis auxquels l'Afrique fait face aujourd'hui. Dans un angle de vue de gardien de la tradition que vous êtes, comment expliquez-vous l'émergence de la corruption dans nos pays africains? Je ne parlerai pas de l'émergence de la corruption, mais plutôt d'un état avancé d'une maladie. Vous voyez, quand vous êtes malade, au premier jour, on se sent généralement bien. C'est plus que les jours avancent, c'est-à-dire plus que la maladie ronge le corps, qu'on voit des manifestations plus graves. On arrive à commencer à voir par des maux de tête. Les maux de tête vont s'aggraver, vous perdez l'appétit. Après, vous n'arrivez plus à dormir. Et après, vous n'arrivez plus à marcher. Et après, vous êtes hospitalisé. Et quand vous êtes hospitalisé, les conditions de santé continuent à chuter. Et si rien n'est fait, si la maladie n'est pas diagnostiquée à temps, si les traitements nécessaires pour détourner la maladie, arrêter la maladie, ne sont pas identifiés, qu'est-ce qui se passe? La personne meurt. Okay? Le mot corruption signifie compromettre. Pour la comprendre, il faut l'utiliser dans les termes techniques. Informaticien. Quand un informaticien nous dit qu'un fichier est corrompu, ça signifie que le fichier ne peut même pas plus s'ouvrir. Il est inutilisable. Okay? Alors, quand nous parlons de la corruption, nous devons introduire une catégorie de réflexion, c'est-à-dire les degrés de corruption. Les degrés de corruption nous disent combien la société est malade et à quel point de la faim se trouve-t-il. Est-il que la corruption dans les jargons, parce qu'il faut comprendre les nuances culturelles. Je le dis souvent, je répète, les Occidentaux, juste pour mettre un exemple, les Occidentaux disent « nous allons nous marier ». OK? Parce que dans la considération jurisprudentielle et dans l'évolution des mœurs et coutumes occidentaux, l'État a pris en charge les mariages culturels, coutumiers, et de par conséquent a établi de nouvelles règles. C'est-à-dire, en Occident, un garçon de 18 ans, une fille de 18 ans, peuvent se présenter chez les législateurs et dire que nous allons nous marier, nous voulons nous marier. OK? Et ils vont se marier. La présence des parents ou l'acceptation de l'accord des parents n'est pas prévue. Okay? Donc, ils se marient. Cette même phrase, en Afrique, ne s'applique pas. En Afrique, il ne faut pas dire que nous nous marions. Parce qu'en Afrique, il y a une considération familiale qui est importante. Si les familles de tous les deux côtés ne sont pas d'accord, il n'y a pas mariage. Ou il s'agit d'un faux mariage. Les gens se marient aussi comme ça, en apportant avec des amis. Mais c'est un mariage qui ne remplit pas les conditions formelles, traditionnelles, culturelles. Donc, c'est un faux mariage. Chez nous, deux personnes ne se marient pas. Donc, on ne peut pas dire que nous nous sommes mariés. Les familles se sont mariées. C'est plutôt les familles qui se marient. Les familles qui se sont mariées. Ce n'est pas des individus qui se marient. Retournons dans notre sujet de départ. Comprendre la corruption, il faut la comprendre de manière très différente. Parce que ce que je veux dire peut sembler différent de ce que vous entendez aux journaux. C'est-à-dire TV5, France 24, American News et tous ces genres de chaînes-là, qui parlent de ils parlent de la corruption. Il y a une attenance culturelle. Okay? Chez nous, la corruption s'applique à la machine, pas aux personnes. Okay? Du moment où les civilisations africaines, les royaumes africains ont été, parlons du Congo, du moment où, juste comme un exemple, du moment où le royaume Congo a été corrompu, il a été corrompu. Ok, non? Corrompu, c'est-à-dire rendu inapplicable. Ok, non? Et il y a un État nouveau qui s'est régi de par cette corruption. Cet État a été créé non en reprenant, en se basant sur les règles des sociétés, d'organisation des sociétés, des géométriques structurelles en termes d'organisation sociale, développement industriel. Ce qui est le cas, par exemple, quand vous parlez de la République française. Elle est bâtie sur le modèle de la France royale, l'Angleterre constitutionnelle. Okay?
elle est bâtie sur le modèle d'empire anglais, du royaume anglais, encore très présent. Et l'exemple est légion. Nous retrouvons les mêmes modèles partout. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la Renaissance. Vous passez à une étape suivante en vous basant sur les vieux modèles. Donc, la France n'est pas corrompue. Tout simplement parce que la République française, les fondements de la République française se trouvent dans la France napoléonienne et en rentrant jusque dans le passé. Napoléon est une succession des rois qui sont venus avant. Okay? La République italienne, les lois italiennes, se basent sur les royaumes italiens. Ainsi de suite. Okay. Les lois qui vont s'appliquer dans la République démocratique du Congo, okay, ne sont pas puisées dans les modèles des royaumes Congo. Il n'y a pas eu renaissance. Et je citais les royaumes Congo comme un exemple. Les lois qui vont s'appliquer dans la République démocratique du Congo, okay, ne sont pas puisées. Il y a eu ce qu'on appelle en anglais hijack, détournement, c'est-à-dire corruption, sur un territoire donné. Parce que les lois, soit-il du point de vue jurisprudentiel, l'organisation de la société, relations entre les personnes, okay, sont une conséquence des difficultés affrontées dans le passé. Et pour rendre la vie meilleure, en se basant des expériences du passé, les lois ont été créées. Ok, non? Il y a une succession. Dans le cas du Royaume Congo, à la naissance de la République du Congo, cette expérience a été complètement enlevée, ignorée. Et c'est ça le processus de la corruption. Le mécanisme a été corrompu. On a appliqué de nouvelles lois qui sont nées justement de l'expérience de la colonisation, en remontant par l'esclavage. Pourquoi je dis corrompu? Dans une société normale, les lois doivent être à faveur des citoyens qui s'y trouvent. Les lois juridiques sont là pour résoudre les conflits envers les personnes. Okay? Les lois sociales sont là pour permettre l'émancipation sociale des personnes. Les lois dans les termes du travail sont là pour permettre le bien-être des familles. Okay? Les lois de l'esclavage, okay, étaient là pour détruire d'abord toute culture, et puis nous passons à la colonisation. La colonisation avait comme objectif principal les transferts de toutes les ressources des territoires colonisés du Royaume Congo, ex-Royaume Congo, qui est devenu Congo belge, vers les métropoles. Il s'est créé par la suite une nécessité de créer une ultérieure capacité au niveau de corruption en prenant les autochtones souffrants, les donner un encadrement, un enseignement qui va leur permettre de prendre la poste des colons, c'est-à-dire continuer à mater leur propre population, n'est pas fonctionner le sens de garantir le bien-être, okay? L'application de la justice, l'application des lois en faveur des citoyens de ces territoires, mais plutôt appliquer toute mesure qui garantit les transferts des richesses des ex-territoires coloniaux vers les métropoles. Ces mécanismes-là est une corruption. Donc, c'est la machine qui fonctionne de cette manière. Donc, on peut dire que si la corruption continue d'émerger aujourd'hui en Afrique, c'est parce que dès le départ, les systèmes a été corrompu. Cela a été voulu déjà par les systèmes. Cela a été prévu, calculé, méthodiquement et de manière ingénieurement créée. Maintenant, c'est qu'aujourd'hui, nous nous attelons à définir comme corruption par application et les mécanismes de service des personnes. Les lois bantoues imposent à un homme marié de garantir l'essentialité de sa famille. Un homme bantou doit apporter de la nourriture à sa famille. Et la tradition le dit, peu importe les moyens. Bien entendu, à côté, il y a des éthiques, des lois d'éthique et morale. Mais la tradition dit, peu importe les moyens, toutes les mesures à ce moment-là. À moins, la tradition le dicte, à moins de porter atteinte à la vie d'autrui. La tradition de manière directe nous dit, nous pouvons assurer la garantie de nos chairs, de nos familles, jusqu'à la mesure où nous nous trouvons à devoir tuer quelqu'un d'autre, apporter atteinte à la vie de quelqu'un d'autre. À ce moment-là, nous nous arrêtons. Les huissiers du département de justice, ou je ne sais pas moi, de l'associatif, okay, qui est réduit à accepter les 100 francs, 200 francs pour émettre une signature est un mécanisme de sécurité dans un système qui est déjà corrompu par lui-même. C'est ce que je veux dire. Le système est déjà corrompu par lui-même et la personne doit assurer une survie.
pouvons-nous parler d'émergence de la corruption parce que nous remarquons que du huissier au directeur général, tous se sont installés dans une culture où ils doivent être donnés quelque chose. Parce que la corruption fonctionne de tous les deux côtés. OK? Et la personne qui accepte les sans-francs et les personnes qui donnent les sans-francs sont corrompues. Mais ils sont tous les deux dans un état de servir. Alors, donc, ce n'est pas la corruption. La corruption n'est pas... On ne peut pas l'étudier à ce niveau-là. La corruption, il faut l'étudier dans la mesure où la machine, l'institution, fonctionne-t-elle pour garantir le bien-être social, industriel, garantit pour la permanence des travaux, garantit-il le bien-être des personnes? Non. Pourquoi? Parce qu'elle est corrompue à la base. Pensez-vous que la corruption est un frein au développement social, politique en Afrique? On ne peut voler que l'idiot. OK? Pour que je te vole aujourd'hui, OK? Et que je puisse revenir demain à la même heure, te voler. Et après demain à la même heure, te voler encore. Tu dois être un idiot. Si de mon côté, je veux faire cela, c'est-à-dire je dois m'assurer que tu restes un idiot. Endormi, idiot, c'est la même chose. Dans ces cas-là. Hein? Pas endormi sommeil, mais endormi mentalement. On est dans cet état d'idiotie. Oui, la corruption a été conçue pour maintenir cet état d'idiotie, de lenteur mentale, d'obscurité mentale. Il a été conçu pour cela. C'est pourquoi, encore aujourd'hui, dès que l'on voit un blanc, vous tremblez. L'on tremble, l'on s'abaisse tout de suite. On peut prendre un sans-abri en France et les présenter à n'importe quel ministère et tout le monde les prend pour un seigneur. Absolument oui. La corruption crée cet état de choses-là. La corruption n'est pas une conséquence. Comme je dis, il faut comprendre la référence culturelle. Il ne faut pas photocopier les choses. Regardez la télévision française, quand on parle de la corruption et vous appliquez. Non. En Occident, la corruption signifie l'infiltration d'une troisième force. Par exemple, il y a l'organisation de l'État. Okay? Maintenant, si une agence indépendante extérieure, comme la mafia, non, cherche de pénétrer le système pour en tirer profit, ça c'est de la corruption. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est le cas en Afrique? Non. En Occident, vous avez, en Italie, vous avez les mafias. Des systèmes puissants et riches qui veulent tirer bénéfice. Parce que l'État en Europe collecte l'argent des pensions, qui crée un grand réservoir, des milliards. Quand les gens travaillent, l'argent est vexé. Et les réserves de l'État sont pleines d'argent. Et les organisations extérieures, puissantes comme les mafias, veillent mettre la main sur cet argent-là. Veillent s'ingérer dans les projets de l'État, par exemple la construction des routes, ainsi de suite, pour avoir un pourcentage. Ils vont maintenant démarrer un mécanisme, initier un mécanisme de pénétration dans le système pour en tirer profit. À ce moment-là, on parle de corruption. Vous suivez? En Afrique, ce n'est pas le cas. Nous n'avons pas ces cas-là. En Afrique, nous avons des systèmes qui ont été corrompus dès la base. Et les fonctionnements qui s'ensuivent, les détournements d'argent au niveau, vont de pair. Parce que les colons exploitaient les richesses et les apportaient dans leurs banques. Quand les gens détournent l'argent des milliards, où est-ce que cet argent finit? Dans les banques occidentaux. Nous sommes devant les mêmes mécanismes. C'est seulement les modalités opératives qui ont changé. Quand les colons, à la fin de la colonisation, soi-disant les années 60, les colons se sont refusés de retourner l'argent que les pays, les soi-disant pays ex-colonisés réclamaient. Le maréchal Mobutu avait un mécanisme de ce genre, la dette coloniale, que vous devez payer. Et le système occidental s'était toujours refusé en bloc. Quand quelqu'un détourne l'argent, détourne des milliards et les transfère dans une banque occidentale, après qu'il y ait eu procès, on démontre qu'en tout cas ces personnes ont détourné de l'argent de l'État. Quand on le présente au Occident pour retourner, est-ce que cet argent-là retourne? Non. Non. Nous avons les mêmes systèmes avec des modalités opératives innovatives. Donc la corruption en Occident n'a rien à voir avec celle en Afrique. Parce que les références historiques et les cadres d'évolution, les manifestations du phénomène sont complètement... Ce qu'on doit redéfinir, c'est que nous définissons comme corruption en Afrique et les différencier de la corruption en Occident. Cela va de soi pour toute chose. Je vais raconter une petite anecdote que j'ai déjà rencontrée une fois. Né à Kinshasa, je suis allé à l'école maternelle Massamba.
Et à l'école de Massamba, il y avait une chanson qu'on chantait à l'école maternelle. Au fait, les pompiers, la maison qui brûle, ce n'est pas moi qui l'ai brûlé, c'est les jardiniers, pion, pion. Que non. Et j'ai chanté ces chansons-là durant toute ma vie. Disons, l'enfance. Qu'est-ce que je comprenais à cette chanson? Zéro. OK? Pourquoi je vais le dire à la fin? À l'âge de 40 ans, vous savez, à l'école maternelle, j'avais quoi? 5 ans, 4 ans? C'est ça l'âge, non? 4 ans, 5 ans. À 40 ans, 3 décennies après, dans ma maison, il y a un ami français, un Ivoirien français, qui vient me voir. Il apporte avec lui sa petite fille, Lokelani. Et la petite fille, justement, parlant français, parce qu'en anglais, on est branché sur l'anglais, est en train de regarder des dessins animés. Elle met un dessin animé où on est en train de chanter cette chanson-là. J'étais dans la chambre, j'ai écouté la chanson. Comment on appelle ça? Tu t'es rappelé? Je me suis rappelé, quoi. Nostalgie, quoi. Nostalgie en commentaire. Je cours au salon pour regarder la chanson. En fait, on chante la chanson et il y a les sous-titres. Et pour la première fois dans ma vie, je lis au fait, les pompiers, la maison qui brûle. Nous chantions au fait, les pompiers, la maison qui brûle. Parce que pourquoi? Bien qu'en utilisant ces français-là, une maison qui brûlait, on n'avait jamais vu, je n'avais jamais vu. Un pompier, je ne l'avais jamais vu. Je disais des mots vides. Cette situation n'existait pas dans le monde. Alors, quand on parle les français, il y a ce problème-là. Les problèmes que les gens parlent, non, on ne connaît pas nos langues. Il faut apprendre une langue, c'est vrai. Mais on peut parler une langue étrangère tout en restant dans sa propre culture. Quand l'on comprend ce que nous l'entendons. Et le problème même fait aujourd'hui, corruption. Vous parlez, vous dites corruption, mais vous la dites et l'articulez selon un modèle culturel qui ne vous appartient pas. En Occident, il y a insertion d'un troisième pouvoir qui sont les mafias, qui sont puissants, autant puissants que les États. Dans certains territoires, ils organisent l'État, ils organisent tout un territoire comme l'État. Si nous pouvons faire un exemple, les mafias, nous pouvons les appeler comme des rébellions douces, qui ne sont pas sur le plan militaire. Mais, ouais, un peu. Ce sont des réalités différentes. Mais voilà, on va se mettre à parler de corruption en pensant comme l'Occident. On fausse les raisonnements. Les champs d'application sont complètement faussés. Donc, absolument oui, il ne s'agit pas seulement du mot, il ne s'agit pas seulement de la colonisation. Mais il s'agit du cadre d'application du français parlé. Elle doit prendre référence sur les réalités culturelles et historiques du pays. Non un copier-coller des phrases et des mots, d'une grammatique, d'une conjugaison qui n'a aucun lien avec l'expérience culturelle historique du moment. Ça, c'est un autre niveau de corruption. Et cela bloque, comme je disais, à notre développement social et politique. Il a été créé pour ça. Si vous développez le développement socialement, vous n'allez pas permettre que les richesses continuent à partir de chez vous. Vous n'allez pas permettre que le détournement des fonds continue à partir de chez vous. Quelles sont les mesures qui sont prises contre le détournement? Non, pourquoi des mesures ne sont pas prises contre le détournement? OK? Pourquoi les mesures ne sont pas prises contre le détournement? Parce que la machine a été prévue, a été créée pour fonctionner de cette manière-là. Bon, nous entendons souvent que tout gardien de la tradition est sujet des rituels. Est-ce que les rituels, les pratiques culturelles ou les valeurs ancestrales peuvent contribuer à restaurer l'intégralité dans la société, ou ce serait une illusion de penser cela? Tous les deux. Tous les deux. Pourquoi? Combien de millions de Congolais il y a aujourd'hui? 100 millions. Hein. 100 millions. Et combien pensez qu'il y a de gardiens des traditions? Parlons en termes de pourcentage. Pensez que les gardiens des traditions représentent les 10% de la population? Non, pas du tout. Alors, comment voulez-vous laisser la responsabilité de changer tout un pays à moins d'1% de la population? 10 personnes sur 100 millions. Comment? C'est impossible. Les gardiens des traditions sont là pour vous changer les choses. Les gardiens des traditions représentent tout simplement les mémoires. Ils ont conservé en eux, ils ont l'habilité de conserver en eux, de par la composition de leur sang, qui leur habilite à appartenir à des lignées prophétiques et royales. Ils ont la possibilité d'emmagasiner une très grande quantité d'informations. Ils ont l'habilité de se connecter à des niveaux d'informations laissés, relayés, cachés dans l'air, dans la terre, dans l'eau et dans le feu. Ce sont comme des transmetteurs. Ils peuvent passer cette information-là. Leur rôle, c'est celui d'éduquer,
Leur rôle est celui d'enseigner, mais leur rôle n'est pas celui de changer les choses. Parce que les choses ne peuvent être changées que si les personnes changent. Il faut au moins un tiers de la population pour pouvoir changer les choses. Un tiers minimum. De garder les traditions ont le devoir d'enseigner. Dans les mesures où les conditions sont réunies, un tiers de la population pour déclencher un changement. Mais ils ne sont pas responsables du changement. C'est là impossible de penser de cette manière-là. Nous avons tous... On ne parle pas ici des responsables, mais de contribuer. Et quand on dit contribuer à une intensité assez forte, comme on pourrait dire aussi les pasteurs ont une grande influence dans notre société, dans nos sociétés africaines. Et si on mettait à la place des gardiens de la tradition aussi influents que ceux qu'on a comme pasteurs aujourd'hui, oui, l'influence c'est une chose. Ils peuvent contribuer sérieusement. Oui, l'influence c'est une chose. L'influence, oui, si vous voulez parler d'un mouvement d'influence culturelle, un mouvement d'influence traditionnelle ou un mouvement d'influence de garder des traditions, oui, il pourrait jouer un rôle énorme. Okay? Et nous avons vu des exemples déjà. Nous avons vu l'exemple avec Papa Nkousou, okay, qui n'a pas été une influence négligeable. Nous avons vu des exemples avec les Moana Ntsembe, okay, l'oncle de Moana Ntsembe, qui n'a pas été une influence à négliger. Mais seulement, ses forces ne se sont pas adaptées. Okay? Adapté à la réalité d'aujourd'hui ou adapté à quoi exactement? Ils ne sont pas adaptés à la réalité d'aujourd'hui. Ils ne se sont pas adaptés à la modernité, à la pensée moderne. Au point où aujourd'hui, les églises dites des Noirs sont considérées des églises de pauvres. Okay? Sont considérées des églises de pauvres. Des réalités reléguées à la basse composition de la population. Et quiconque s'aligne avec ces pensées-là, tout de suite, il se retrouve catalogué comme basse composition de la population. C'était une inhabilité de s'adapter. Mfumu et les Moana Ntsembe étaient trop rigides dans ses convictions. Okay? Il était trop rigide dans ses convictions. Mais nous lui devons beaucoup de mérites. Énormément de mérites. Ce que je dis n'est pas quelque chose pour arracher quoi que ce soit, mais plutôt pour contribuer. C'est un grand savant. C'était un grand savant. Et aujourd'hui, c'est un grand esprit. Mais durant sa dernière incarnation, il a la rigidité dont il a fait montre. Okay? En référence, il a évoqué des éléments territoriaux ou pratiquement une forme de racisme culturel, où les Bakongo, ce n'était pas un élément jouable. Et à la fin, il s'est rendu parler du christianisme, on voyait un peu dans cette... Papa Nkousou s'est laissé confondre. À un moment donné, il s'est retrouvé avec 20 femmes. Le langage est toujours resté en utilisant une langue pauvre. Papa Nkousou a exigé cette tenue de parler seulement en lingala. Okay? Ce qui est une très bonne chose. Okay? Mais il ne s'est pas appliqué à faire développer ce lingala. Le lingala a un vocabulaire énormément pauvre. Okay? Si il tenait à vous parler assurément en lingala, il devait aussi intellectuellement introduire des catégories de nouvelles usances de mots, apporter un nouveau dictionnaire, travailler sur un nouveau dictionnaire linguistique où on enrichit les expressions. Sinon, on se retrouve avec un champ littéraire tout petit, une applicabilité nulle. Restons sur le fait que le lingala s'appuie toujours, le lingala est une langue gréco-romaine. Pourquoi? Parce qu'elle s'écrit en gréco-romain. Ok? On utilise l'alphabet A, B, C, D, Z gréco-romain. Et donc, vous voyez un peu, cela annule l'efficacité. Mais ce sont des exemples pour ça. Papa Nkousou a démontré l'influence des gardiens des traditions qu'elle portait. Il peut arriver une longue de Moana Ntsembe. De même, c'est-à-dire nous reconnaissons par leur expérience cette force. Okay? Et bon, je ne pouvais pas dire que ces deux expériences ont été des échecs. Je les prends en termes d'expérimentation. C'était des bonnes expérimentations desquelles nous retenons beaucoup des éléments de valeur que nous pouvons prendre. Mais du moins, les tirs de critique aussi nous portent à considérer les raisons de l'échec.
une langue, ok, exprime une culture, ok, non? À l'état zéro, les gens, c'est que les images que nous avons, les gens ne parlent pas, communiquent avec les signes. L'exigence des plus de communication porte à l'élaboration des mécanismes mentaux qui vont démarrer les cordes vocales, exprimer des concepts. Maintenant, avant que les gens commencent à parler, ils font des dessins. Quand on fait les recherches en paléontologie, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve des dessins. On va trouver une grotte, et il y a des dessins qu'on dit, ces dessins-là remontent après les tirs du rocher et des peintures appliquées à 120 000 ans, tant d'années. L'écriture, ok? L'écriture précède la parole. Parce que l'écriture est le résultat d'une formation mentale. Donc, la langue occupe la sphère culturelle à 100%. Elle définit les humeurs, les idées, l'imagination, l'association, tous. La langue exprime une culture, la forme la plus complète. Maintenant, mais pour être ainsi, elle doit pouvoir avoir un support d'écriture. Tous les peuples du monde, quand vous allez en Asie mineure, dans les pays arabes, des fois, vous allez rentrer de tout petits territoires, vous allez vous rendre comme ils sont adjacents, mais chacun a sa propre écriture. Chacun a sa propre écriture. Pourquoi? Ça signifie, quand vous trouvez dans un territoire plusieurs peuples à des côtés avec sa propre culture, ça signifie quoi? Ils sont immigrés d'ailleurs. Ils ont porté avec ces bagages-là. Ils vivent ensemble, mais ils ont leurs propres écritures. Ok? En Afrique, nous avons une histoire. Un fait, l'Éthiopie. L'Éthiopie a sa propre culture. Ok? Qui ont leurs propres écritures? L'Éthiopie et les territoires arabes. Pourquoi? Tiens, ils n'ont pas subi l'esclavage. Vous voyez? Ils n'ont pas subi l'esclavage. Comment pensez-vous que c'est seulement l'Éthiopie qui a une écriture? Et justement, juste par cas, ils n'ont pas subi l'esclavage. Donc, les langues sont très importantes. Nous, ce que nous avons dans l'Afrique coloniale, ce sont des langues de commande. Okay? Les langues définissent la sphère mentale. Plus une langue est pauvre, plus la sphère mentale est petite. Plus la langue est grande, plus la sphère mentale est énorme. Par exemple, un autre exemple, c'est par exemple quand vous prenez la langue italienne. Regardez toutes les différentes professions dans le monde. Cinéma, musique, art, médecine, tout. Il y a des Italiens partout. Okay? C'est un peuple très intelligent. Okay? Et non, immensément intelligent. De parler dans le monde entier. Il n'y a pas un domaine aujourd'hui que vous ne trouvez pas les Italiens. Regardez leur langue. Proche du latin. Très, très, très proche du latin. Aujourd'hui, c'est la Chine. La Chine fabrique tout pour le monde entier. Regardez leur langue. Plus étroite est la langue, plus petit est la sphère mentale d'un peuple. Et dans les colons les connaissaient très bien. C'est pourquoi, dans le cas du Royaume Congo, débarquer dans le Royaume Congo, dans les 6 Royaumes Congo, on interdit la langue. On invente une langue. Ce qu'on appelle l'Ekikongo ya l'État. L'Ekikongo ya l'État. Ok? C'était qui l'État? Bonne question. Les colons. Oui, oui. L'Ekikongo ya l'État peut être très bien traduit par l'Ekikongo belge. Ça signifie quoi? Ils ont pris l'Ekikongo, appliqué d'autres catégories linguistiques étrangères et formé une langue de commande qu'ils comprennent à 100%. Donc, quand vous dites langue de commande, c'est langue à laquelle ils vont se servir pour donner les ordres aux colonisés. Mais oui. Attends, il existe le dictionnaire Kikongo. Ok? Il existe le dictionnaire Kikongo. Écrit par qui? Qui a écrit le dictionnaire Kikongo? Les Belges. Les prêtres belges ont écrit le premier dictionnaire Kikongo. Ça signifie quoi? Ils l'ont inventé. En prenant les langues autochtones, les Kiyombe, les Manyanga et autres, en les fusionnant avec des éléments étrangers. Ils ont créé une langue. Quand vous parlez et vous comprenez à 100%, vous comprenez leurs ordres. Mais quand ils parlent les Français, vous ne comprenez pas. Parce que dans le Kikongo à l'État, il y a les Français. Les Français que vous pouvez comprendre, qu'eux ne comprennent pas. Ils comprennent très bien. Mais quand vous restez le reste des Français, vous ne comprenez pas ce qu'ils sont en train de dire. Référence aux les pompiers, la maison qui brûle, on chantait, ne comprenait pas. Pourquoi? Ça a une référence culturelle qui ne nous appartient pas. Nous n'avons pas vu des maisons brûlées, nous n'avons pas vu des pompiers intervenir. Ils peuvent parler, comme on dit, on chante aux les pompiers. On chante tout simplement, on n'est pas en train de comprendre de quoi ils sont en train de dire. Cela leur permettait de garder les secrets.
Et ça, le Kikongo à l'État est une langue des commandes et de réception. Le Kikongo à l'État était enseigné à l'école. Et dans cette époque-là, on parlait du mauvais Kikongo. Ok, non? Les mauvais Kikongo. C'est-à-dire, si vous parlez le Manianga, si vous parlez le Kiyombe, ben, si vos enfants se présentent à l'école parlant ainsi, les parents sont sanctionnés. À la longue, même le Kiyombe autochtone original s'est transformé. Il a perdu les éléments de valeur parce que même le Kiyombe a commencé à se fusionner avec le Kikongo à l'État. Les éléments se sont perdus. Ah, vous voyez, ces grands tableaux. Et l'objectif, c'était quoi? L'objectif pour maintenir la sphère mentale, plus tu vois petit, plus tu es idiot. Et les langues ont un rôle important à jouer à cela. C'est pourquoi à ce jour, il n'existe aucune académie de langue africaine. Il n'y a aucune langue africaine qui a une académie linguistique à ce jour. Les efforts sont faits. Le Kinyarwanda, aujourd'hui au Rwanda, on enseigne en Kinyarwanda. Okay? En suivant l'exemple de l'Éthiopie, il y a des efforts qui sont faits dans la région. Mais l'impact encore reste très minime, très insignifiant pour les défis que nous avons aujourd'hui. Belle parenthèse. Si on peut revenir sur notre préoccupation, la corruption peut prendre fin dans notre société, notamment dans cette période, si on peut dire dans notre génération. Est-ce que c'est possible que nous puissions vraiment voir ça? Car on observe que beaucoup sont devenus politiques en pensant prendre leur part du gâteau. La jeunesse voit que ceux qui sont passés avant eux s'enrichissent et elle semble parfois être tentée de suivre le même pas. Absolument. La génération des Banabilaka qui s'écrit dans les années, à partir des années 80. Les Banabilaka, ces gens n'en ont jamais grandi, ils sont restés Banabilaka même à 65 ans. Ils sont toujours des enfants. La terminologie, Banabilaka, un enfant. Ça signifie quoi Banabilaka? Étudiez les mots. Banabilaka. Bilaka, ce sont les promesses. Les enfants promis. C'est un enfant. Est-ce qu'on est obligé de... Sommes-nous dans l'obligation de remplir les promesses qu'on fait aux enfants toujours? Non. Non. Ce sont des enfants Bilaka. On n'a pas étudié la subtilité qui s'est trouvée derrière les mots Banabilaka. Mais les Banabilaka, qui ont fait les combattants en France, en Belgique, okay? Qui ont tapé les anciens moboutistes comme... tous ces gens qui se sont fait battre en Belgique parce qu'ils ont... En France, entre France et la Belgique. Comment les ministres de Mobutu, c'est lui qui avait la peau claire, comment ça s'appelle encore? Je ne sais plus. Kengo Adondo. Ont été limogés en France en Belgique. Pourquoi? Parce qu'ils étaient accusés de corruption, de détournement et tout le reste. Mais aujourd'hui, la corruption, les détournements des fonds et mécanismes sont 100 fois pires qu'ils étaient à l'époque du maréchal Mobutu. Et qui sont les acteurs de cela? Ce sont les Banabilaka. Ce sont les Banabilaka. Toute la génération présente aujourd'hui au pouvoir au Congo est constituée de Banabilaka. Ok. Ah oui, regarde leur âge. Regarde l'âge. Quand on dit les Banabilaka, ce n'est pas une identité donnée à une personne d'une certaine manière. Il se réfère à une époque de naissance. Ok, si on vous suit bien, vous essayez de dire que ceux qui sont nés à une certaine époque sont appelés les Banabilaka, oui. Là où il y avait de l'espoir que ceux-là vont amener un changement, mais aussitôt qu'ils ont eu le pouvoir, ils n'ont pas amené les changements, ils sont aussi entrés dans le même mouvement de la corruption. C'est ce que vous essayez de nous faire comprendre. Oui, pas parce qu'ils sont mauvais, parce qu'encore ils ont été trompés. Ils étaient en train de se battre contre les mauvais ennemis. L'ennemi n'était pas Kengo Adondo. Et comme Kengo Adondo à son temps et aujourd'hui ont hérité d'un mécanisme corrompu et dont le fonctionnement ne peut qu'apporter les mêmes résultats. C'est pourquoi je ne m'attaque pas aux personnes. Quand on me dit telle personne a détourné, hélas, que pouvait-il faire? Mais, parce que s'il ne le faisait pas, quelqu'un d'autre allait le faire. Ça avait une question d'opportunité. Ok? Pourquoi je ne vais pas faire ce qui me garantit un bien-être meilleur quand, à ma place, toute autre personne le ferait? Et que si je ne le fais pas aujourd'hui, si moi je décide de ne pas le faire aujourd'hui, ce n'est pas une garantie que demain quelqu'un d'autre ne va pas le faire, parce qu'ici, il y a une chose certes et sûre, c'est que si tu ne le fais pas aujourd'hui, demain quelqu'un d'autre va le faire. Maintenant, il s'engage
un mécanisme d'opportunité. Les mêmes mécanismes d'opportunité existaient dans le premier pouvoir avec le maréchal Mobutu. Les mêmes mécanismes d'opportunité a suivi avec le régime Laurent Désiré Kabila, avec Kabila les fils et avec Tshisekedi. C'est les mêmes mécanismes. Les acteurs ont changé, les modèles opératifs ont été modifiés, mais les résultats sont les mêmes. C'est la même mécanisme. C'est la voiture qui en a donné un coup de peinture. Les acteurs ne sont pas fautifs. C'est le combat qui est mort. C'est le combat qui est trompé. Le combat qui a été fait contre les personnes. Et encore aujourd'hui, on insiste à un combat contre les personnes. Et ce combat va dans le sens de la programmation coloniale. Les combattants qui s'opposent à des personnes pensent qu'ils sont en train de faire un combat de libération. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, ils sont en train d'accompagner le système. Parce que le système doit prévoir toujours une main gauche et une main droite. OK? Les pédales du vélo, une roue monte en haut, une jambe monte en haut et descend. Un système ne peut fonctionner qu'avec cette dualité. Un seul ne fonctionne pas. Le combat a été prévu. Il fait d'un mécanisme d'accompagnement au même système. Il ne s'attaque pas aux vrais problèmes, il s'attaque aux substituts, c'est-à-dire les personnes. Aujourd'hui, vous êtes attaqué contre une personne, après vous vous retrouvez à la place de cette personne, ce que vous avez vous-même fait à cette personne vous sera fait par la génération suivante. Et ainsi de suite, sans solution de fin, jusqu'à ce qu'on se rende compte que non, arrêtons l'attaque aux personnes. Nous avons le devoir de l'amour. Nous devons nous aimer, pas nous haïr. Nous avons le devoir moral de l'amour envers les autres. On ne doit pas s'attaquer aux personnes. C'est une fausse solution. OK? Parce que c'est le système qui est mauvais. Et le système doit être changé par les personnes qui sont à l'intérieur. Les personnes qui sont à l'intérieur doivent être encouragées, OK? À travers des motions, à travers des revendications, pas des désordres, mais revendications en termes de droits civils, doivent être portées à réaliser que la machine ne fonctionne pas et à faire les changements. Les changements ne peuvent pas se faire de l'extérieur. Maintenant, quand on s'élève contre les personnes qui sont dans la machine, on les limoge, on les attaque personnellement, eh bien, ils répondent à cet affront de manière personnelle. Ils vont organiser des arrestations, ils vont organiser des contre-attaques, parce qu'ils se sentent... ce n'est plus politique, c'est personnel. Oui, un peu. Quand vous avez limogé un ministre, c'est personnel. Il va réagir avec vous de manière personnelle en utilisant la force politique qu'il a. OK, non? Mais est-ce que ce n'est pas une manière de donner l'exemple? Non, c'est une très mauvaise manière. Nous l'avons fait depuis combien de temps? Ce mécanisme a commencé depuis l'époque du maréchal Mobutu. C'est quoi? 40 ans maintenant. OK? Les résultats, c'est quoi? Rien, zéro. Zéro. Il faut un pansement. Et ce que je suis en train de dire est que ces mécanismes des combattants, nous ne l'avons pas créés. Attends. Les combattants naissent du multipartisme. OK, non? Dans le multipartisme, il y a une polarité. Le bipartisme ne conçoit pas les mécanismes des combattants. Okay? Dans le multipartisme que le maréchal Mobutu avait programmé, nous rentrons dans une factionnalité politique. Et c'est à l'intérieur de ces mécanismes-là que le phénomène des commandants est né. Mais ce phénomène n'est pas un phénomène naturel. Elle n'est pas une initiative populaire. Elle est le résultat d'une manipulation savante. Elle est le résultat d'une manipulation savante. Dans ces mécanismes-là, on se retrouve à s'attaquer aux personnes. Les problèmes sortent du cadre politique. Les problèmes sortent du cadre institutionnel. On ne dit plus que la machine doit être revue. On ne dit plus que les doivent être changés. OK? Tous, combattants et non combattants, et ceux qui sont au pouvoir, admettent que les lois sont bonnes, pendant que ce sont les lois qui sont bonnes. Tous admettent que les institutions sont organisées de manière bonne, c'est seulement les personnes qui l'appliquent de la manière mauvaise. Qu'est-ce qui se passe? Les premiers, les combattants, s'attaquent sur ceux qui sont au pouvoir. Ils sont limogés et prennent les places. Ils se retrouvent à faire les mêmes choses, sinon pire. Ils se créent une autre classe de combattants qui vont faire les mécanismes. La machine de la prédation coloniale continue à fonctionner de manière intouchée. C'est un mécanisme qui a été prévu. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas authentique. Elle ne portera aucune libération. On peut l'appeler libérateur comme l'on veut. La vraie révolution se passe au niveau du changement des institutions. Les acteurs politiques doivent réaliser que les mécanismes et les problèmes.
qui doit être changé de manière progressive, mais les objectifs, ok? Par exemple, un exemple est très simple. C'est quoi les objectifs de la police nationale? Parce que du point de vue de la colonisation, la police était là pour contrôler la population, pour s'assurer que, comme il y avait un mécanisme de prédation, la population ne rentrait pas, la population ne dérangeait pas les mécanismes commerciaux. C'est comme ça que la police a été créée de manière à pas calmer, à contenir. Et si vous le voyez dans la conformation policière jusqu'à aujourd'hui, les policiers se placent comme ennemis du peuple. Je me trompe? Il est ennemi du peuple. Il est ennemi du peuple. Parce que le même fonctionnement continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, il faut changer. Maintenant, si aujourd'hui on réforme l'entité de la police, on dit que la police est là pour accompagner le peuple, pour garantir la sécurité du peuple. Vous vous rendez compte qu'à un policier, on enlève tout de suite les pouvoirs d'arrêter de manière arbitraire tout civil. Parce qu'à ce moment-là, l'arrestation doit passer par un juge, à moins que l'on soit prise en flagrant délit pour des crimes énormes. Là, on est arrêté de manière automatique. Mais pour un cas, les policiers doivent faire référence à un juge d'instruction se trouvant dans la localité, dans les départements de police de la région, de la localité. Sinon, il ne peut pas. Il doit y avoir un mandat d'amener. Il doit y avoir un mandat d'arrestation. Il doit y avoir un mandat de perquisition. Sinon, la police n'a pas de droit. Le seul moment où la police a ces droits-là, de t'arrêter, de te perquisitionner, de rentrer dans ta maison, de faire ce qu'il veut, c'est dans le régime où il n'est pas là pour toi. Il est là pour garantir la continuité commerciale du système de prédation. Et les policiers viennent vers toi parce qu'ils pensent que tu peux être un problème à ces mécanismes-là. Ça, c'est juste un petit exemple. Mais pensez-vous qu'il y a espoir qu'on voie un changement dans notre génération? Ou malgré les essais, il y aura peut-être espoir seulement dans notre future génération, à nos enfants, mais dans notre génération, ça ne sera pas possible de voir un réel changement. Un homme véritable ne se pose pas cette question-là. Un homme, dis-moi où tu as donné naissance. Tu as un enfant, tu l'as appelé dans ce monde, il ne t'a pas demandé de l'appeler dans ce monde. Il absorbe les 50% de ta vie. Donc ce que tu fais, c'est pour lui. Si tu te réveilles le matin, c'est pour lui. C'est pour garantir son éducation, sa nourriture, sa l'emploi et autres. Donc, on ne doit pas se poser la question, est-ce que verrons-nous en 1940, quand les Italiens sont allés en guerre, c'était des jeunes hommes qui avaient un enfant, des enfants. À Rome, il y a une initiative. Chaque père qui allait en guerre écrivait une lettre à ses enfants, en lui expliquant que je suis parti en guerre avec une certitude de ne plus retourner pour toi. Parce que je ne veux pas que tu vives dans le monde tel que tu connais, le monde tel que moi je le connais. Un monde de faim, de misère, d'injustice. Je ne veux pas ça pour toi. Donc je vais en guerre et mourir pour que toi tu connaisses un monde de paix, de prospérité, de possibilités. Signé ton père. Les lettres ont été récoltées dans chaque commune, transférées à la banque italienne. Et ces lettres ont été ouvertes 18 ans après, quand les enfants avaient 20 ans, 22 ans, et chaque enfant était envoyé une lettre. C'est ça un homme. Nous ne pouvons pas nous poser la question, non. Nous devons travailler. Afin de résoudre... Si nous arrivons à résoudre, parce que c'est toujours un pourcentage. Peut-être des non-vivants, nous resterons les 10%, peut-être les 5%. Mais même les 1%, ce sera une grande contribution. Et aux futures générations, nous leur laisserons un travail à faire. Pas de bénéfices, pas des choses à bénéficier, mais un travail à faire. C'est comme ça qu'une civilisation se détermine. Par des ambitions, par des projets du futur qui sont passés de génération en génération. Regarde les colons. Ils sont morts depuis quand les premiers colons? Depuis le XVIIe siècle. Encore aujourd'hui, ça continue. Ils ont laissé une mission générationnelle. Et que si nous n'ouvrons pas les yeux aujourd'hui, ça va continuer 2000, 3000, 4000, 5000. Parce que pour eux, c'est un projet qui continue. Que faudrait-il transmettre aujourd'hui à la jeunesse africaine du point de vue de la sagesse traditionnelle pour qu'elle rejette la corruption? La jeunesse ne doit pas rejeter la corruption. Ce n'est pas une réaction. Il faut toujours se fier des réactions. Parce que les réactions ont caractère émotionnel.
Il faut toujours éviter les réactions. Il faut préparer. La jeunesse aujourd'hui doit se préparer à une naissance, à un travail que nous avons commencé, c'est des transformations, à un long processus. La jeunesse doit se désintoxiquer. La jeunesse doit retrouver les traces de nos traditions, de nos cultures. La jeunesse doit se poser la question, mais nos ancêtres, dans les royaumes Congo, qu'on nous rencontre aussi puissants qu'elle était, ils pensaient à quoi? Leur vision par rapport à nous, c'est qu'est-ce qu'ils pensaient de nous? Comment ils voulaient que nous soyons aujourd'hui? Essayons de questionner la mémoire ancestrale du XVIe siècle, non, du XIVe siècle, XIIIe siècle, et posons. Comment vous voulez que nous soyons aujourd'hui dans 2020? Comment voulez-vous que nous soyons? Ça, c'est un travail que la jeunesse doit faire. Vous voyez les films occidentaux sur les rois Arthur, hein, les princes Charles, tous ces films-là, que vous voyez, ce n'était pas comme ça dans le temps. L'Angleterre est les dernières à avoir accès à l'eau potable pour boire et pour se laver. Les reines ne se lavaient qu'une fois, deux fois, toute leur vie. Les palais royaux étaient pleins d'odeurs parce que les gens ne se lavaient pas. En Angleterre particulièrement, l'hygiène était très dégradante. Les déchets fécals étaient directement déversés dehors les murs du château. Les toilettes dans l'époque médiévale étaient juste une toilette assise avec un trou qui descendait hors du palais dans l'ouvert. Les scénarios que vous avez mental transférés à travers les films n'étaient pas ça. Ils ont fait une reconstruction de leur temps passé pour leur donner un sens d'unité et de force. Une histoire qui inspire les futurs. De la même manière, ils ont fait le contraire pour vous. Ils vous ont donné des histoires de pauvreté, de vos ancêtres mal vêtus. On vous dit que les ancêtres n'avaient pas de vêtements. Dans un territoire où le soleil est si puissant qu'il nous faut se couvrir. Les mêmes nécessités hivernales imposent les rayons solaires. Il faut se couvrir. Mais on vous raconte que vos ancêtres ne se lavaient pas, ne se couvraient pas. Ils avaient des maisons en paille, des maisons en squelette. Et vous croyez à cela. Cela constitue un mécanisme de diminution du pouvoir identitaire. Dans ton mental, quand tu fermes les yeux, tu penses à ton ancêtre, à ton aïe. Tu vois une personne pauvre avec une maison en terre, assis derrière avec, je ne sais pas moi, peut-être un caleçon fait avec des lacets, des tranches d'arbres. C'est ça, non? Quand tu fermes les yeux, c'est ce que tu vois. Mais c'est pas vrai. Ça, c'est une corruption. Ta tête a été corrompue. Pourquoi? Parce qu'il crée un élément qui enlève le pouvoir, qui enlève la force. Les Français aujourd'hui, quand ils pensent à Louis XIV, ils voient les chariots, les trucs, les gens, la richesse, qui n'existaient pas. Qui n'existait pas. C'est une reconstruction. Cette réalité n'existait pas. Louis XIV, avec des... Ce n'était pas comme ça. OK? Qu'est-ce qu'il a fait? Apporte de la dignité, de la force, de la valeur. Aux jeunes générations, il faut changer le langage qui se leur a donné. Il faut une réforme dans l'éducation. L'éducation doit toujours conserver les paramètres de modernité, par exemple, étudier les sciences, l'anatomie, la mécanique, okay? Les mathématiques, la psychologie, mais doit conserver des paramètres culturels et littéraires. Quand on étudie les langues, eh bien, il faut étudier les langues africaines, dites africaines. Il faut étudier l'histoire africaine. Il faut faire des enquêtes. Aujourd'hui, on a des enquêtes qui se suivent, qui se contradisent sur l'histoire France. Nous, Belges, et ainsi de suite, nous n'avons aucune étude. Ce que les colons nous a dit, bon, on continue à dire cela. Est-ce que les lois ancestrales anciennes ont prévu ou avaient des sanctions spirituelles ou sociales contre la corruption? Est-ce que les règles... D'abord, c'est quoi une sanction spirituelle? C'est quoi une sanction spirituelle? Une sanction est une sanction. Il n'y a pas de sanction spirituelle. Œuvrer d'être quelqu'un d'autre, ce n'est pas une sanction. Œuvrer en utilisant des connaissances cachées contre quelqu'un d'autre, ce n'est pas une sanction. La sanction, on est en train de sanctionner quelqu'un. Quand la faute a été commise par un être humain, la sanction doit être humaine, pas spirituelle. Pas spirituelle. C'est-à-dire, en tournant sur la corruption. Comme je dis, le mot corruption commence avec la destruction du royaume Congo. OK? Dès lors, nous avons vécu de la corruption. Bien entendu, il n'y a pas de loi contre la corruption. Parce que nous avons accepté la corruption. Nous avons accepté la corruption. Comment peut-il avoir de loi contre la corruption? Nous avons accepté la corruption. Donc, il n'y en a pas de ce point de vue-là. Pour en finir, en tant que gardien de la tradition, quel message spirituel ou culturel adresseriez-vous à ceux qui gouvernent
ou à ceux qui subissent la corruption? Il n'existe pas de messages spirituels. Ça, c'est une autre cacophonie qu'on nous a créée dans la tête. L'esprit, c'est la culture. Il n'y a pas de spirituel sans culture. L'esprit, c'est la culture. Le spirituel est culturel. Maintenant, quand vous parlez d'ésotérisme, ça, c'est autre chose. L'ésotérisme est un champ d'études qui se différencie et se divise en plusieurs catégories. Nous avons la chronomancie, nous avons les Wicca, ça c'est l'ésotérisme. C'est quelque chose de différent avec la spiritualité. La spiritualité est culturelle. Elle fait référence à l'ensemble d'accords établis entre les vivants et les non-vivants dans un territoire déterminé. Par les non-vivants, je parle des astres, je parle des esprits élémentaires, des esprits des eaux, des esprits de la forêt, de la montagne ou du désert. Je parle des 4 éléments. Les esprits, les entités, c'est les 4 éléments, à savoir l'eau, la terre, les vents et le feu. Maintenant, il y a d'autres catégories d'identités selon la région dont on habite. Il existe des lois de convivialité, ok, qui construisent un tissu culturel, parce que la culture prévoit cela. Dans la tradition africaine, on dit la famille n'est pas seulement composée des vivants. La famille est composée des vivants et des morts. Vous voyez, cet allongement-là crée ce qu'on appelle les cultures et donc la spiritualité. La spiritualité fait partie de la culture. Maintenant, nous pouvons maintenant sortir dans l'ésotérisme, qui peuvent être appelés les mysticismes. Ça, c'est un champ d'études. Ça, c'est un champ d'études complètement différent. Aujourd'hui, nous sommes dans une crise d'identité qui est arrivée à des états finaux. Notre identité est entrée en coma. Et il peut s'effondrer et mourir. Il peut s'effondrer et mourir. Maintenant, tout dépend de ce que nous voulons, nous avons comme aspiration. Vous voyez un peu, le matin, quand vous vous réveillez, vous n'avez pas rien prévu à faire demain. C'est difficile de vous sortir du lit. Ok, non? Mais quand vous avez un objectif, vous allez vous lever. La question se pose aujourd'hui, c'est les objectifs. Quels sont les objectifs que la jeunesse a? Attention, les objectifs sont à différencier avec les besoins. Les besoins. Les besoins sont basés sur les conforts. J'ai besoin de ceci, de cela. Non, ce n'est pas une besoin. Quels sont les objectifs? Il faut d'abord remplir les objectifs avant de parler des besoins. Sinon, il n'y a pas de besoins sans objectifs. J'ai besoin de... Non. Il faut d'abord déterminer les objectifs à atteindre. Et après, nous parlerons des besoins. Je ne parlerai même pas des besoins, je parlerai des nécessités. Nous avons... Qu'est-ce qui est nécessaire? Pas j'ai besoin d'eux. Quel est-il nécessaire? C'est ça un raisonnement. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à cet élément-là. Les futurs devant nous, de la manière dont nous avons vécu jusqu'à aujourd'hui, nous réservent des scénarios d'apocalypse. Ça, je vous garantis cela. Nous réservent des scénarios d'apocalypse. Si nous pensons avoir souffert, nous n'avons encore rien vu. Si nous pensons avoir pleuré les morts, nous n'avons encore rien pleuré. Nous sommes en crise d'identité, à un point très avancé de crise d'identité. Et l'invitation est aujourd'hui de comprendre cela, de réaliser cela, pendant qu'il est encore temps de faire frein et faire marche arrière. Pour ceux qui sont au pouvoir, c'est une invitation à la réflexion que je les appelle. Une invitation à la réflexion, point final. À ceux qui sont les opposants, les combattants, une invitation à la réflexion. Ils ne sont pas vos ennemis. Ce sont vos frères. Ils ne sont pas vos ennemis. Les traditions bantoues cautionnent et interdisent l'inimicité. Tu ne peux pas être un ennemi de ton frère ou de ta sœur. C'est ouvrir les portes au mal. C'est ouvrir les portes aux entités du désordre quand tu as de l'amour envers ton frère. Parce qu'à la fin de la journée, et toi et lui, si sur des chemins opposés, vous êtes seulement en train de faire ce que vous pensez soit juste pour le bien de votre famille. Donc, il faut une forme de table ronde. Et réaliser que les problèmes, ce n'est pas les personnes, c'est les machines, les mécanismes. Nous sommes tous victimes. Tous victimes. Donc, pour Justin, oui, c'est lui qui garde la prison. Est un prisonnier aussi. Hein. C'est pas comme ça. oui. C'est lui qui garde la prison et aussi un prisonnier. Donc, Justin. Toi, one share.